Je pense que le suspense est à son comble. Le suspense est à son comble. Donc, j'ai prévu de démarrer de la façon suivante. Normalement, on ne l'annonce pas, mais là, je l'annonce parce que vous avez attendu beaucoup et vous allez finir par penser que je ne démarrerai jamais. Je vis dans une cage enfermée dans une horloge, enfermée dans une boîte, enfermée dans une usine, enfermée dans ma tête. Je suis un esclave, je suis l'illustration affreusement parfaite de la condition inhumaine, je vous en parlerai tout à l'heure. Je tends à devenir le robot qui me fait concurrence et qui va me remplacer un jour. Je suis un salarié d'Amazon. Voilà le résumé que je fais de ce qu'est un salarié Amazon aujourd'hui. Parler d'esclavage moderne avec comme illustration Amazon, j'ai envie de vous dire c'est affreusement parfait. Mais c'est exactement ce que c'est. On est en train de revenir finalement à ce qu'on a connu, alors pas directement, mais à travers l'histoire, à travers certains films, dont celui de Charlie Chaplin, que vous connaissez forcément, les temps modernes. Aujourd'hui, on a des temps modernes, avec de nouvelles technologies. Et ces nouvelles technologies, au lieu d'être au service de l'humain, au lieu d'être au service des salariés, pour avoir des conditions de travail qui sont meilleures, ce sont des technologies qui sont utilisées contre les salariés, pour que leurs conditions de vie soient encore plus pénibles, si tant est que ce soit possible, avec des souffrances qu'on ne devrait plus avoir aujourd'hui. Au lieu d'avoir des salariés qui sont accompagnés par de la technologie pour travailler de manière plus facile, vous avez des salariés qui sont traités comme des robots. Et c'est vrai que dans le cas d'Amazon, c'est particulièrement facile à voir parce que vous avez des gens qui assument cette réalité et des gens qui finalement vous disent, donc aujourd'hui on a des humains qu'on traite comme des robots, et demain, on aura des robots. Voilà. Voilà la réalité de ce que vous dit Amazon, avec, vous l'avez sans doute vu, parce que tout le monde en parle, ces tests qui se font sur des robots en milieu réel, jusqu'à ce qu'ils soient aussi performants que l'homme. Et à ce moment-là, il n'y aura plus besoin d'embaucher des humains, on embauchera des robots. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable, c'est sûr. Ça ne mange pas, ça ne dort pas, ça ne râle pas, ça ne revendique pas, ça ne tombe jamais malade. Quelle perfection, d'ailleurs, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Voilà le résumé de ce qu'est Amazon aujourd'hui pour moi. Pour vous donner quelques chiffres, Amazon dans le monde actuellement, donc cette année, c'est 566 000 employés. Donc c'est une grosse machine à broyer de l'être humain. En France, ça représente que 2500 salariés, mais c'est 2500 de trop, et ils embauchent pas mal. Et contrairement à ce qu'ils disent, c'est pas parce qu'ils embauchent 150 salariés dans une usine qu'on va leur dire merci, parce que grâce à Amazon, et c'est l'autre pan peut-être qu'on pourrait aborder, grâce à Amazon, des milliers de librairies ferment en France, et pendant que ces librairies ferment, on licencie des gens, et donc quand ils en embauchent 100, combien sont licenciés de l'autre côté et combien on perd de qualité et de compétences dans nos commerces français. Donc il ne faut pas se faire avoir par cette espèce d'illusion magique d'Amazon qui est de dire nous on est des super employeurs sur le territoire français, surtout ne nous empêchez pas de faire ce que nous faisons. Et que faisons-nous ? Nous faisons, en matière de droit du travail, en matière sociale, nous utilisons des armes extrêmement pointues et extrêmement dangereuses. Alors ces armes, Amazon ne les a pas inventées, on va pas se mentir. Je dirais qu'Amazon, c'est un concentré de tout ce qu'il ne fallait pas faire. Voilà. Mais on va pas non plus se mentir, pas très loin d'ici, il y a certains employeurs qui font des choses qui sont pas forcément beaucoup plus jolies qu'Amazon. Mais c'est peut-être pas aussi concentré. Voilà. Là, on a une concentration. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on achète le silence des gens, des salariés. On achète leur silence et on achète aussi leurs paroles. Parce que ça, par contre, c'est plus original, vous voyez. Moi, dans mon métier, je vois des gens sur qui on fait pression pour faire une attestation. Vous voyez, déjà, c'est quand même assez scandaleux. Mais là, on a une entreprise qui paye sous forme de congé, sous forme de prime des salariés pour que ces salariés fassent sur les réseaux sociaux et à travers les télévisions, etc., la pub d'Amazon en disant, voilà, Amazon, c'est super, venez-y, qu'est-ce qu'on s'éclate, ce sont nos amis, nos patrons, etc. Mais je grossis à peine le trait, Donc, on a des gens qui payent pour acheter le silence et la parole des salariés. On a des gens qui utilisent la technologie donc pour asservir le salarié. Alors, quand je dis la technologie, la dernière chose que j'ai vue qui m'a laissé vraiment sans voix, à l'étude des informations que je voulais livrer lors de cette conférence, j'ai découvert qu'ils avaient déposé un brevet en 2016, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, pour fabriquer des espèces de cages de farfadets. Vous voyez ce que c'est, les cages de farfadets? Donc c'est des Faraday, oh là là, en plus en direct. Les farfadets, c'est mignon, hein. Les Faraday, c'est moins bien.
Donc des cages pour enfermer les gens. Le système est le suivant. Donc c'est quelque chose qui est vraiment fait pour le travail chez Amazon. Donc vous voyez comment travaillent les gens chez Amazon. Ils sont alors selon leur poste, la plupart du temps donc face à des colis. Ils prennent les colis, ils les mettent derrière eux, etc. Puis il y a celui qui reprend le colis, etc. Ce qui donne donc une usure au travail par la répétition des mouvements. Hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est des choses qu'on a connues dans nos usines il y a 30, 40, 50 ans, voire dans nos mines. Hein. Et donc là, l'idée, c'est de fabriquer une cage dans laquelle on met le salarié. Je vous assure que c'est vrai, vous pourrez vérifier. Hein. Le brevet a été déposé et c'est un journaliste, je crois, de l'Humanité qui avait découvert ça. Donc l'idée, c'est de mettre un salarié dans une cage de façon à le protéger des chutes extérieures de colis et de façon à, en temps réel, contrôler ses mouvements, son temps de travail et sa séquence de travail. D'accord ? Et ça a été déposé, ça existe. Ils n'ont pas encore osé le mettre en fonction, mais plus rien ne m'étonnerait, objectivement. Donc vous avez cette nouvelle technologie-là qui est mise à la disposition, non pas de l'amélioration du travail du salarié, mais du contrôle de sa tâche et du contrôle de son rendement, parce que c'est de ça dont on parle. Dans le même état d'esprit, vous avez donc tous les salariés qui sont équipés d'un espèce de beeper. Chaque fois qu'ils font un colis, ils bipent le colis pour que là-haut, on puisse savoir combien de colis ils ont envoyés ou combien ils ont permis d'envoyer dans la chaîne en temps réel. Vous avez un système aussi d'autopunition. Alors ça, je l'avais vu ailleurs. Je ne sais pas si je peux le dire. Je l'avais vu chez McDonald's. Le système d'autopunition, c'est vous avez fait quelque chose de mal. Enfin, moi, je considère que vous avez fait quelque chose de mal à l'instant T. J'arrête la chaîne et je vous fais remplir un PV dans lequel vous dites « Je suis méchant, j'ai mal travaillé, je vais être puni ». Et je vous le fais signer. Voilà. Et donc, c'est de l'autopunition. Ça, c'est un petit peu moins connu, mais Amazon le pratique aussi. Donc, vous avez voilà, tous ces outils qui sont à la disposition de cet employeur. Vous avez évidemment, alors cet outil-là, malheureusement, on le connaît bien, l'usure psychologique du salarié, la soumission économique. Alors, la soumission économique, c'est tellement réel que c'est devenu juridique. Il faut que vous sachiez qu'il y a 2 ans, on a inscrit dans le Code du travail la notion de soumission économique, notamment en matière de discrimination. C'est-à-dire qu'on a considéré que le fait de prendre une décision à l'encontre d'un salarié en tenant compte de sa situation économique, c'était un mode discriminatoire en ce qui le concernait. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la soumission économique. Et donc évidemment, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait tout simplement que vous avez besoin de manger et que donc vous supportez tout. C'est ça, la soumission économique. Et évidemment qu'ils utilisent ça, et ils ne sont pas les premiers à l'utiliser, pour tenir les gens, j'allais dire, en laisse, parce que honnêtement, quand on les enferme dans des cages, on est plus loin de l'animal, à mon sens. Et c'est assez affligeant parce qu'on a aujourd'hui à notre disposition nos armes à nous. Nos armes à nous, qu'est-ce que c'est ? C'est un code du travail qui est quand même bien fourni, hein, même s'il y en a pas mal qui se cassent la tête pour le démonter. On a tout l'arsenal international, notamment toutes les conventions de l'Organisation internationale du travail. On a la Convention européenne des droits de l'homme. On a des notions comme celle de la dignité, comme celle évidemment de l'égalité, qui sont évidemment transposables automatiquement dans le monde du travail. On a toutes ces armes-là, on a tout notre code pénal, parce que là, si vous voulez, on est quand même arrivé à un stade où moi je considère qu'on est dans les violences volontaires, parce que à mon sens, il y a plus d'un... Parce que vous savez, souvent en droit du travail, on est sur quelque chose d'involontaire. Dans le code pénal, il y a... Alors, je ne vais pas faire un cours de droit, ça vous intéressera pas, mais simplement pour que vous compreniez ce que j'essaye de vous expliquer. Dans le code pénal, il y a tout un arsenal d'infractions qui sont non intentionnelles. Lorsque un employeur ne remplit pas ses obligations, notamment en matière de sécurité, je vous en dirai un mot, et qu'il y a des blessés ou des morts, on considère qu'on est dans une infraction qui est non intentionnelle. D'accord ? Je considère pour ma part que quand on est arrivé au stade d'Amazon, on est dans l'intentionnalité la plus totale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ignorer à un moment donné que ces actes puissent avoir des conséquences sur la vie des gens, sur leur santé, avec évidemment et malheureusement, je vais y venir aussi, une usure physique et psychologique des salariés qui est constatée sur laquelle ils trichent. Ils trichent. Comment ils trichent ? Ils trichent, et ça, ce sont des médecins du travail qui s'en sont rendus compte, et merci encore au Figaro, à l'Humanité, pourtant ils ne sont pas forcément copains d'avoir écrit sur le sujet.
ils ont mis à jour des rapports qui ont été faits par la médecine du travail et par la CARSAT, qui se sont rendus compte que Amazon trichait sur les déclarations d'accident du travail, et qui se sont rendus compte en étudiant, si je puis dire les choses ainsi, en examinant certains salariés d'Amazon, et notamment en France, ça devait être... j'ai mangé le nom de l'établissement, un des établissements français. Les médecins du travail sont allés sur place et ont fait une étude sur, je crois, ça devait être 90 salariés. Sur ces 90 salariés, 72 ont été jugés aptes. Sur ces 72, 35%, je vous parle de mémoire, 35% ont été jugés aptes avec des restrictions physiques qui ressemblent à celles qu'on avait effectivement au début du XXe siècle, c'est-à-dire des problèmes osseux, des problèmes d'articulation, mais sur des gens qui ont 30 ans. On a vu des reportages beaucoup sur Amazon récemment, et notamment, je me souviens d'un garçon qui allait travailler avec des gants. Peut-être que vous avez vu ça. C'est un exemple, hein, parce qu'après, il y a carrément des gens qui travaillent avec des systèmes de corset pour que le mouvement... pour qu'ils soient pas entravés dans leur mouvement et donc qu'ils travaillent plus vite, parce que ne vous y trompez pas, même quand je soigne mon salarié, je le fais pour qu'il soit plus efficace. Donc il y a un système de corset et donc il y a ce garçon qui avait effectivement ces gants qui lui permettaient de travailler sans avoir mal. Voilà, c'est même pas pour le protéger. C'est-à-dire qu'on avait passé, et ce garçon avait, je crois, 35 ans ou 30 ans, enfin c'était un très jeune homme. Il était embauché à la chaîne dans les contrats intérimaires très très nombreux qui arrivent, notamment la période de Noël, et on va y arriver très bientôt. C'est pour ça que c'est bien qu'on ait fait cette conférence sur Amazon, pour qu'on ait tous conscience de tout cela, parce que, vous savez, c'est comme les problèmes écologiques, on le sait, mais il y a une partie de notre cerveau qui se refuse à l'intégrer. On est tous pareils, hein, on va pas se mentir. Donc c'est vrai que c'est bien, je me sens quand même une certaine responsabilité à vous dire tout ça aujourd'hui. Donc, je mets en perspective ce que eux ont comme arme. Je mets en perspective ce que nous avons comme arme dans notre arsenal. Je parlais tout à l'heure de l'obligation de sécurité, parce qu'on a nos juges. Alors c'est pareil, hein, les juges du travail, on leur fait pas de cadeaux, hein, et pourtant, ils travaillent pas mal. et ma foi, le travail qui est le leur est pas facile, notamment quand ils sont confrontés à des employeurs de ce type-là, parce qu'encore une fois, Amazon n'a pas le monopole. L'obligation de sécurité, donc, c'est quelque chose qui existe dans le Code du travail. Alors, je dois avoir l'article quelque part, L4121-1 du Code du travail et suivant, donc qui prévoit une obligation de sécurité. Là où on est allé beaucoup plus loin, nous, je dis français, avec nos juges de la Cour de cassation, c'est qu'on a fait l'obligation de sécurité une obligation de résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque j'ai un salarié sous ma protection d'employeur, parce que moi j'estime qu'un salarié est sous la protection de son employeur, je dois le protéger. Je dois faire en sorte qu'il soit en sécurité dans son travail. Cette sécurité, elle est physique, sa santé physique, et c'est une sécurité qui est aussi mentale. Parce qu'on a énormément de phénomènes de burn-out qui ont été mis à jour notamment donc, par la médecine du travail chez Amazon en France, je ne parle même pas des États-Unis. On a énormément de burn-out et on a eu des tentatives de suicide qui ont généré d'ailleurs des mouvements de grève dans certains établissements il y a l'année dernière et l'année d'avant également. On a donc cette obligation de sécurité de résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que lorsque vous avez un employeur comme Amazon et que vous avez un salarié qui souffre, physiquement, moralement ou les deux, parce qu'il est usé, parce que c'est le mot là, hein, vous avez à votre disposition une obligation qui permet de dire que l'employeur est nécessairement responsable et coupable de ce constat, de cette usure. Ça veut dire que vous pouvez le condamner du seul fait de ce constat. Le raisonnement, c'est vous auriez dû faire en sorte que ça n'arrive pas. C'est votre travail de patron de faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc quand on voit aujourd'hui cette obligation de sécurité, tout l'arsenal international, la dignité, la Convention européenne des droits de l'homme, on a le droit, on a la loi, on a les juges, et on se dit comment est-ce que ça peut exister? On a l'information. Parce qu'aujourd'hui, on vit effectivement dans un monde où l'information, parfois la désinformation, mais l'information existe. On l'a vu effectivement avec tous ces reportages que vous avez vus, avec effectivement tous ces journalistes qui prennent le risque de dénoncer toutes ces choses-là, en ayant vérifié leurs sources, avec ces salariés, et ça leur a coûté cher pour ceux qui ont osé parler, qui ont témoigné et qui ont raconté ce qu'était l'enfer Amazon. Parce que moi, je parle vraiment d'un enfer. Et donc, la question que je me pose avec vous aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que ça existe encore ? Alors ça existe encore parce qu'il y a une logique économique,
Alors cette logique économique, et là on va beaucoup plus loin que le droit du travail, on est sur quelque chose qui est politique et philosophique. C'est pour ça que je vous invite à lire le livre La condition inhumaine qui est sorti là en septembre. C'est très intéressant parce que c'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer. C'est la technologie au service de la réification, décidément j'arrive pas à parler aujourd'hui, de l'homme. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait de l'homme une chose à l'aide de la technologie. Et ce livre, qui a été écrit par un économiste et par un philosophe, et non pas par des juristes, qui donc fait le constat de l'évolution dans le mauvais sens de la condition du salarié, est à mon avis extrêmement illustré dans le cas Amazon. Donc pourquoi donc cette logique économique c'est quoi? C'est notre faute. C'est notre faute. Vous savez, c'est comme Nutella, hein, faut pas se mentir. Oh, mon Dieu, je suis en direct, je vous dis pas, j'aurai plein de procès. Voilà, on va pas se mentir. Il faut arrêter d'acheter sur Amazon. Alors, je sais qu'il y a une logique de pouvoir d'achat. Je la connais, je la comprends. Et encore une fois, je vais pas faire comme si j'étais parfaite parce que je le suis pas. Mais si demain, plus personne n'achète sur Amazon, alors vous me direz, ça fonctionnera qu'en France. Hein, non, parce que de là à arrêter la machine astronomique mondiale qui est Amazon, j'ai plus les chiffres, mais je les avais pris. Vous regarderez, c'est des milliards de commandes. Hein, c'est absolument extraordinaire. Donc arrêter ça, c'est comme de dire aux gens arrêtez de manger des hamburgers. C'est un peu utopique, diront certains. Moi, je vous le dis, la solution, intrinsèquement, elle est là. Bon, alors après, une fois qu'on s'est dit que ça, on va avoir du mal à le faire passer, il y a une autre solution, mais qui est plus globale. Alors celle-là, moi, c'est quelque chose que je dis souvent. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir le dire devant un certain nombre de personnes. Vous savez, la problématique du droit du travail, moi, je la connais bien, je ne fais que ça. Tous les jours, je défends que des salariés. Donc tous les jours, j'ai dans mon bureau des gens qui sont salariés, qui souffrent. Soit parce qu'ils ont perdu leur emploi, soit parce qu'ils sont dans une situation de souffrance au travail, mais qu'ils ne peuvent pas partir parce qu'il faut nourrir sa famille, soit parce qu'ils ne sont pas payés et parce qu'ils ont des employeurs qui ont fermé leurs entreprises pour aller en ouvrir une autre 2 mètres plus loin. Et tout ça aux yeux de tous, sans que personne n'y fasse rien. On a vraiment le sentiment qu'on subit tout ça. Et encore une fois, je citerai pas de nom parce que croyez-moi, dans le coin, j'ai quelques noms à vous donner. Ça, c'est une réalité. Et face à toute cette réalité-là, on a toujours cette même question qui est de se dire pourquoi ça arrive, pourquoi ça continue à arriver, alors qu'on a tout cet arsenal, qu'on a l'inspection du travail, qu'on a des médecins du travail, qu'on a des syndicats, qu'on a des militants, qu'on a tout ça et qu'on est représentatif de tout ça aux yeux de l'Europe entière et du monde. Je me souviens avoir rencontré un membre de l'Organisation internationale du travail, qui est accessoirement un ancien dirigeant de la CGT que j'aime beaucoup, mais que je ne nommerai pas pour pas avoir l'air de faire de la publicité. Mais vous voyez de qui je veux parler. Je l'ai rencontré parce qu'il est venu faire une conférence à Rochefort il y a 1 an ou 2. Et il a écrit un livre que moi j'aime beaucoup. On en parlera si vous voulez. On n'est pas obligé d'aimer le personnage, chacun, voilà. Moi, je l'aime beaucoup, mais surtout, je trouve que ce qu'il a écrit a beaucoup de sens. Et il porte une parole qui est extrêmement responsabilisante parce qu'il dit ce que vous faites en France compte pour le monde entier. Parce que vous êtes un exemple. Et parce que c'est grâce à vous que beaucoup de législations sociales ont évolué dans le bon sens. Et lorsque aujourd'hui on regarde la France et qu'on la voit un peu détricoter, ce qu'elle a mis tant d'années à tricoter, ça nous affole un petit peu, nous, au niveau international. Si je vous dis ça, c'est parce que effectivement, laisser faire Amazon sur le territoire français comme elle le fait, laisser faire d'autres comme ils le font, alors qu'on aurait un arsenal juridique pour y répondre, ça quand même, ça pose une question qui est de l'ordre de la responsabilité presque individuelle. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ce que je voulais vous dire, c'est que donc moi je vois des gens tous les jours, et ce que je vois, c'est 1 sur 100, 1 sur 1000. C'est une partie infinitésimale de la souffrance humaine, sociale en France. Pourquoi est-ce que j'ai un salarié qui vient lorsque je pourrais en avoir 10 qui sont concernés par la même chose? Parce que les 9 autres ont peur. Soit ils sont encore dans l'entreprise et ils ont peur parce qu'ils se disent qu'ils vont vivre un enfer encore plus important que ce qu'ils vivent aujourd'hui. Parce que, vous savez, on ne sait jamais où s'arrête la limite de ce qui est entendable pour les autres. Soit parce qu'ils sont partis, mais ils ont peur de plus trouver de travail, parce qu'on va pas se mentir. Alors moi, je vous parle de ce que je connais, c'est-à-dire notre département.
les activités, les domaines d'activité partagés sont pas très grands. On a vite fait de passer un coup de fil pour dire il a travaillé chez vous, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il est plus chez vous, et on sait ce qui se passe. Et ça, ils le savent. Et ça, ils le savent. Quand je vous parlais de soumission économique tout à l'heure, c'est aussi de ça dont je vous parle. Ils le savent qu'ils les tiennent. Hein, ils les tiennent, les salariés. Donc, on ne peut pas se contenter aujourd'hui de faire porter sur les salariés la responsabilité de dénoncer ces comportements-là. On ne peut pas leur demander ça parce qu'ils peuvent pas. Et que déjà, quand vous en avez une poignée qui se soulève, et les Rochelais sont assez bons à ce jeu-là, quand vous en avez une poignée qui se soulève et qui vont se bagarrer, moi je trouve, en connaissant leur situation, que c'est à chaque fois presque miraculeux. C'est-à-dire, je me dis, ils mettent en perspective leur vie professionnelle, leur vie familiale, parce que derrière chaque homme, il y a une famille, il y a un crédit, il y a toute cette réalité-là. Et quand vous avez quelqu'un qui se met en grève, qui sort dans la rue et qui, pendant X jours, accepte de ne pas être payé, accepte d'être la cible, parce qu'il le sait, futur, d'un employeur qui lui pardonnera jamais cet affront-là, moi je trouve que c'est un acte de courage. Voilà. Et je le dis sans langue de bois, je le dis parce que je le vois faire et que à chaque fois je me dis que c'est un acte de courage. Mais cet acte de courage-là, est-ce que vraiment on doit toujours attendre du salarié qu'il se mette en danger comme ça pour défendre ses droits et celui des siens? La réponse, elle est non. Moi, je suis porteuse d'une envie, d'un message législatif. Je considère qu'il faudrait un arsenal juridique qui soit mis dans les mains, non pas du salarié, mais de la société. La société, c'est qui? La société, c'est le procureur de la République, qui est là pour représenter les intérêts d'une société. Dans cette société, il y a des salariés qui souffrent. Il y a aujourd'hui l'inspection du travail qui est à même de faire un certain nombre de constatations et qui les fait autant que faire se peut, parce que croyez-moi, encore une fois, pour être aux premières loges, c'est pas toujours facile. Elle fait ces constatations. Elle pourrait, je sais pas si elle le fait, faire un signalement au procureur de la République pour engendrer un certain nombre de poursuites. Sauf qu'il n'existe pas réellement d'infraction qui soit écrite sur mesure pour le droit du travail. Il n'existe pas d'infraction avec des circonstances aggravantes liées au droit du travail. Je prends un exemple, le harcèlement moral. Le harcèlement moral, LO 52-1, celui-là, vous voyez, je le connais par cœur, c'est pas bon signe, du Code du travail. J'ai son petit frère dans le Code pénal. Mais dans le Code pénal, et pardon si je me trompe, mais je crois pas, pour l'avoir lu un certain nombre de fois, qu'il y ait une circonstance aggravante liée au fait que je me trouve dans un contexte de travail. Je devrais avoir une infraction, idem pour le harcèlement sexuel, qui n'est pas une infraction de droit commun, je devrais avoir une infraction qui est une infraction de droit du travail. Je l'ai par exemple pour le travail dissimulé. Le travail dissimulé, c'est une infraction du droit du travail. Je devrais avoir dans mon code pénal une infraction qui permette à la société, à travers un procureur, de s'auto-saisir sur dénonciation anonyme d'un salarié, de plusieurs salariés, pour aller effectivement sauvegarder la sécurité, la santé de ces gens-là. Je devrais avoir dans le code pénal un arsenal qui permette à des gens qui font des licenciements économiques de masse, alors qu'ils gagnent des millions, pour ne pas dire des milliards. Je devrais avoir les moyens dans mon code pénal de mettre ces gens-là en prison. Parce que vous allez entendre quelque chose de très vrai, que vous comprenez sans doute très bien. Moi, je suis avocat. J'ai 1, 2, 3, 10, 20, 100 salariés qui viennent me voir en me disant, voilà, on vient de s'ouvrir un plan social. Alors déjà, il vaudrait mieux pour eux que toutes les sociétés soient en France. Vous comprenez ce que je veux dire, ce qui n'est pas le cas, par exemple, chez Amazon. Imaginons qu'on soit en France et que donc j'ai un plan social qui soit passé alors que j'ai pas de motif économique. J'ai une société qui gagne des millions et croyez-moi, je vous raconte pas du rêve, ça existe et ça arrive très souvent. Que va-t-il se passer ? Première option,
J'ai effectivement un conseil de prud'homme qui fait son boulot, qui le fait bien, qui constate qu'il y a eu un motif économique inexistant et qui va condamner cette société à verser X milliers d'euros dans un certain barème, qui donc ramène la punition financière à quelque chose de pas très important. Et donc, cette superbe société qui fait des millions, voire des milliards d'euros de bénéfices et qui vient de se séparer de 100, 200, 300, 400 salariés, va mettre la main au portefeuille à hauteur de quelque chose qui, de toute façon, rentabilise l'opération qui a été sous licenciement économique de masse. Deuxième option, j'ai un employeur qui a fait ce que font beaucoup d'employeurs, qui a liquidé sa société, parce que c'est pas si compliqué qu'on le croit, et qui donc est parti au Portugal ou simplement à la ville du dessus, a réouvert une boîte, voire même à la rue d'à côté, parce qu'il y en a qui manquent pas de toupet, et qui donc va ne plus être responsable financièrement des dommages et intérêts à verser. Qu'est-ce qui va se passer? Concrètement, c'est un organisme qui s'appelle le CGEA, donc qui est un fonds de garantie, qui a été inventé pour sauvegarder les intérêts des salariés lorsqu'une société a vraiment eu des difficultés et qu'elle a vraiment été en liquidation. Et donc c'est le CGEA qui va payer les condamnations de l'employeur. Donc lui, il va même pas sortir des sous de sa poche. Il va prendre ses sous qu'il a économisés et il va aller donc dans la rue d'à côté, monter une autre boîte, employer d'autres salariés qui d'ailleurs seront pas les mêmes parce qu'on va pas les reclasser à côté et on va recommencer. Et concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour ces gens-là? Rien du tout. Rien du tout. Ces gens-là agissent impunément dans ce pays sans qu'aucune espèce d'infraction ne puisse leur être reprochée, sans qu'à titre individuel, ils puissent être inquiétés, parce qu'ils sont cachés derrière une société, qui donc est une personne morale. Moi, ce que je voudrais, non pas pour moi, mais pour tous les gens que je vois tous les jours, je voudrais qu'on mette dans le code pénal, qu'on écrive des infractions qui sanctionnent ces comportements-là, qui sanctionnent les comportements de ces patrons-là, des Amazon et autres, parce qu'il n'y a pas qu'Amazon. Amazon fait ça, le fera, parce que soyez sûr que le jour où tous leurs petits robots fonctionneront bien, on va avoir un plan social fabuleux, avec pour motif économique, j'ai plein de robots qui marchent bien et qui m'emmerdent pas, pardon. Donc, vous m'excuserez, mais la porte c'est par là. Alors en plus, Amazon, ils vont être très très bien, parce qu'Amazon, ils ont 90% de leur activité qui n'est pas en France, alors comme ça au moins, et qui n'est même pas en Europe d'ailleurs, puisque c'est une société américaine, comme vous le savez. Donc voilà moi ce dont j'avais envie de parler avec vous aujourd'hui, parce que tout ce que je vous ai dit sur Amazon, pour vous le saviez. Alors vous donner un éclairage de droit du travail évidemment, pas vous faire un cours de droit du travail parce que je peux vous voir à la fac si vous voulez, je fais ça tous les jeudis, mais je trouve que c'était pas le lieu pour ça. Mais je voulais effectivement partager cette idée que j'ai depuis longtemps, que j'ai pas forcément eu l'occasion de partager, d'imaginer une France dans laquelle il y aurait un arsenal de cet ordre-là qui protégerait les salariés et qui protégerait les patrons, parce que moi quand je dis ça aujourd'hui, j'ai pas une parole qui est de dire les patrons tous dans la mer et voilà, c'est pas ça. Il y a des patrons qui fonctionnent très bien, qui respectent leurs salariés, et c'est pas de cela dont on parle. On parle de ceux qui aujourd'hui utilisent les êtres humains comme de la chair à viande, pour faire des parallèles que vous comprenez très bien. Alors c'est plus pour faire la guerre, c'est pour fabriquer des choses que nous achetons tous, pauvres pêcheurs que nous sommes. Effectivement, avant d'imaginer que plus personne ne commande rien sur Amazon, que plus personne ne mange de hamburger et que plus personne ne tartine de Nutella sur son pain le matin, je pense qu'on aura quand même plus vite fait de créer un arsenal législatif qui nous permette de stopper ces gens-là autrement. Mais il ne faut pas oublier cette responsabilité individuelle que nous avons les uns et les autres dans ce qui se passe autour de nous. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, et évidemment, je suis très, très contente qu'on puisse interagir sur le sujet si vous le voulez. Je vous écoute. Oui.